Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement poursuit la câlinothérapie des élus locaux. Au deuxième jour du Congrès des maires de France, l'Élysée reçoit ce soir pas moins de 1500 édiles. Une première depuis Jacques Chirac. Ce matin, c'est Gérard Larcher qui est monté au créneau pour défendre les collectivités. Vous l'entendrez dans un instant. Et parmi les sujets d'inquiétude des élus locaux, l'accès aux soins. De plus en plus de territoires sont confrontés au phénomène de désertification médicale. Le plan du gouvernement annoncé il y a un mois sans mesures coercitives est loin de les satisfaire. Reportage et débat à suivre. Le Front National privé de banque et la Société Générale lui demande de clôturer ses comptes. Marine Le Pen parle d'une persécution, une décision qui pose néanmoins la question du financement des partis politiques après l'abandon de la Banque de la démocratie que souhaitait mettre en place François Bayrou. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences, le multiplex, c'est tout de suite. Une fatwa bancaire qui vise à étouffer son parti. Marine Le Pen a dénoncé ce matin devant la presse la demande de la Société Générale qui lui donne 2 mois pour clôturer les comptes du FN. Pour la banque, il ne s'agit pas d'une décision politique. De son côté, le parti frontiste va déposer plainte pour discrimination. Jérôme Rabier. Bannie par les banques, la présidente du Front National dénonce une démocratie menacée. Document à l'appui, Marine Le Pen a confirmé que la Société Générale clôturait les comptes du parti et que le Crédit du Nord, sommé d'ouvrir un compte par la Banque de France, s'était exécuté, mais avec l'interdiction de faire usage d'un chéquier ou de recevoir don ou adhésion par carte bancaire. À titre personnel, Marine Le Pen a aussi révélé que sa banque, la HSBC, l'avait informée de son souhait de se séparer d'elle. La présidente du parti dénonce une fatwa bancaire et contre-attaque. Et nous déposerons évidemment plainte, tant au nom du Front National contre la Société Générale et sa filiale, qu'à titre personnel, je le ferai contre la HSBC. Et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front National et la démocratie. Une tentative d'étouffement d'un parti politique, selon elle, sans lien avec la situation financière du parti ou ses affaires judiciaires. Marine Le Pen en a d'ailleurs parlé au chef de l'État au nom du respect de la démocratie. J'ai évoqué cette situation avec le président de la République car il est le garant des institutions. Et face à la situation que nous vivons, qui est profondément non seulement injuste, mais encore une fois qui met en cause le fonctionnement démocratique, je crois qu'il est du rôle du président de la République de se saisir de ce dossier. Le parti frontiste n'a pas encore trouvé d'établissement bancaire acceptant d'héberger ses comptes. En attendant, le parti doit se débrouiller avec des virements pour financer ses activités. Une situation qui ne peut plus durer et entrave le développement du parti, selon sa présidente. On vient maintenant à l'actualité du Sénat à la veille du débat sur le projet de loi de finances. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 11h cette année. La majorité sénatoriale propose d'aller jusqu'au bout de l'examen de la première partie, mais entend malgré tout marquer ce texte de son empreinte. Julie Hulin. Contrairement à l'an passé, la majorité sénatoriale ne rejettera pas en bloc le premier budget de l'ère Macron. La droite annonce d'ores et déjà qu'elle votera le volet recettes, mais elle souhaite plus d'efforts sur les dépenses. La dépense publique, elle est aggravée puisque le déficit de l'État va passer de 76 à 80 milliards d'euros. Et puis aussi un problème de compétitivité pour les entreprises. Pour le budget 2018, les entreprises auront à supporter 3,3 milliards de plus en termes de charges. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande transformation, une révolution. Repousser la réforme de la taxe d'habitation, supprimer le nouvel impôt sur la fortune immobilière, voilà ce que portera notamment la droite sénatoriale. À gauche, comme à l'Assemblée, les sénateurs dénoncent un budget pour les riches. On est effectivement en opposition claire à ce budget qui ne présente rien de nouveau. La nouveauté annoncée, attendue, la nouvelle façon de faire de la politique, ni droite ni gauche, tout cela vole en éclats avec ces choix clairement faits en faveur des plus favorisés de cette société. Les communistes comme les socialistes réclament une réforme en profondeur de la fiscalité locale et dénoncent
Une réforme de la fiscalité des dividendes déséquilibrée. Suppression de l'impôt sur la fortune, prélèvement forfaitaire unique qui fait que les dividendes seront maintenant moins taxés que les revenus du travail, alors que nous avions veillé dans le mandat précédent à rééquilibrer les choses. Donc on revient en arrière de manière très claire et donc nous sommes évidemment en désaccord total. L'examen en première lecture du projet de loi de finances débutera ce jeudi et s'achèvera le 12 décembre. Et on va d'ailleurs retrouver Saverien Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre invité, Saveria, c'est le sénateur socialiste Martial Bourquin. Absolument, bonjour Martial Bourquin. Bonjour. Alors avant de parler de votre mission sur l'avenir de l'entreprise Alstom, un mot, on vient de le voir, sur le projet de loi de finances examiné à partir de demain au Sénat, premier budget du quinquennat Macron. Quel regard portez-vous sur ce budget ? On a commencé à travailler. On avait réunion hier et aujourd'hui de la commission économie sur le PLF. Comment le caractériser en quelques mots ? Très généreux avec l'ISF et la flat tax pour les plus riches de France. Voir un beau cadeau pour sous le sapin de Noël. Très difficile sur les questions de logement, pour les retraités. Un budget de grande austérité. Il y a donc ce contraste entre cette générosité vis-à-vis des plus riches et ce budget de grande austérité sur toutes les questions qui sont... Vous allez le combattre dans l'hémicycle ? Bien évidemment, mais nous ferons des propositions. C'est-à-dire on va le combattre évidemment parce que, vous voyez par exemple, on nous demande 1,7 milliard d'économies sur le budget logement. Et on veut faire baisser les loyers pour les organismes HLM. On reporte l'ISF de 2-3 ans. L'annulation de l'ISF de 2-3 ans, et on trouve bien plus que cela. En plus, avec la flat tax, vous avez vu que plusieurs économistes mettent en garde le gouvernement en disant que ça ne sera pas 1,5 milliard. On risque d'arriver à 10 milliards. Donc il y a vraiment ce contraste entre les plus riches et puis un budget de très grande austérité. Alstom maintenant, Alstom et cette mission d'information sur la stratégie industrielle du pays. Vous êtes à l'origine de cette mission, vous allez en être le rapporteur. Sur quoi précisément allez-vous travailler ? De la transparence. Pourquoi ? Parce qu'on apprend que Alstom va devenir une filiale de Siemens. On apprend qu'1,8 milliard va être distribué aux actionnaires au moment de la signature de l'accord. Plusieurs milliers d'emplois, des sites industriels sont concernés. On sait qu'il y a eu des engagements très importants pris à Grenoble sur Alstom Énergie. Ils ne sont pas tenus. 350 emplois sont supprimés à Grenoble. Donc, j'ai demandé, après avoir rencontré des syndicats d'Alstom, cette mission pour tout mettre sur la table. Quelles sont les conséquences après 2018 de cet accord? Pour vous, l'État n'aurait pas dû renoncer à entrer au capital? Mais évidemment, il y avait cette possibilité. Mieux que cela, l'État, il y a quand même l'engagement de l'État, il perdure. L'État s'était engagé à prendre des parts dans Alstom pour que justement il soit stratège dans les différentes décisions que prendront Alstom. C'est un joyau industriel, Alstom. Et là, j'ai l'impression qu'en devenant une filiale de Siemens, on est en train de brader un joyau industriel. Il fallait racheter les actions Bouygues. Il fallait les racheter pour que, dans le ferroviaire, mais dans beaucoup d'autres domaines, dans l'énergie, l'État reste un État stratège qui préserve notre industrie, qui la fasse prospérer et qui l'emmène vers l'industrie du futur. Alors justement, l'industrie, l'État stratège. Dans cette mission, vous allez également vous pencher sur la politique industrielle dans son ensemble. Vous avez déclaré que cette politique industrielle est d'une légèreté incroyable. On a pu le constater ce matin. Il y a eu un rapporteur, M. Chatillon, qui a présenté son rapport sur les participations de l'État. Tout est virtuel. Tout est virtuel. Il n'y a pas de stratégie industrielle. On nous parle de la création d'un fonds. On n'en voit pas la couleur dans les orientations de l'État. Et donc, je vais faire des propositions sur des questions extrêmement précises et concrètes qui visent à mettre en place une stratégie industrielle. C'est absolument nécessaire que cette stratégie industrielle, il s'agit de
de dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés, des sites industriels. Une grande nation, c'est une nation qui a une industrie qui sort nouvelle, qui sache aller vers le futur, et surtout il faut entraîner derrière nos grands groupes toutes ces PME et TPE qui souffrent en ce moment, qui ont besoin d'investir, et il faut mettre en place des politiques d'investissement. Très bien, merci beaucoup. Merci Martial Bourquin d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci Saveria pour cette première réaction. Deuxième jour du Congrès des maires de France à Paris. Les élus attendent le discours d'Emmanuel Macron. Vous le suivrez d'ailleurs en direct demain sur notre antenne. Aujourd'hui, ils ont entendu Gérard Larcher, le président du Sénat, qui appelle l'exécutif à repenser la fiscalité locale et à reporter d'1 an la suppression de la taxe d'habitation. On l'écoute. Je comprends et je respecte le fait que le président de la République veuille mettre en œuvre un engagement fort de sa campagne. Nous comprenons tous qu'il s'agit d'un marqueur en matière de pouvoir d'achat des ménages et que la taxe d'habitation peut présenter des iniquités. Mais cet impôt serait-il moins inéquitable parce qu'il ne peserait plus que sur 20% de la population? Je veux mettre en garde le gouvernement contre des dispositions préparées à la hâte. Dans près de 8000 communes, on comptera moins de 10 contribuables. Dans plus de 3000 communes, moins de 5. Et que dire des communes, il n'y en aura plus qu'un. Cela soulève une question évidente au regard du respect du principe d'égalité devant l'impôt. Quel est le sens d'une mesure qui affaiblirait le lien entre le citoyen et le financement des services publics? Quel est le sens d'une mesure qui va accroître les disparités entre communes riches et communes pauvres? Et qui plus est, qui ne mettra pas fin aux injustices résultant de la vétusté des valeurs locatives. Le président de la République l'avait lui-même reconnu. Conférence nationale des territoires le 17 juillet, je le cite, « Un impôt qui serait in fine payé par 20% de la population, ce n'est pas un bon impôt, Emmanuel Macron. » J'ai donc proposé au président de la République de travailler ensemble, dès à présent, à une refonte complète du système d'ici septembre 2018. Et pour les élus venus de toute la France, ce congrès est aussi l'occasion de découvrir les nouveautés en matière d'équipement des collectivités. Et vous allez le voir, des nouveaux modèles de WC publics au terrain synthétique. Les maires ont le choix. Reportage de Fabien Recker. S'il vous plaît. Dernière mise au point pour Didier Sartelet et ses adjoints. Le salon des maires est un rendez-vous important. Alors le maire d'Heillecourt, dans la banlieue de Nancy, établit un plan de bataille. Ceux qui veulent aller à l'environnement, c'est pavillon 3. Il y a la sécurité, je ne sais pas Mathieu si ça te dit, parce que c'est par là. On y va? Moi je viens tous les ans et en fait je viens voir d'une année sur l'autre si les prix baissent. Malheureusement on en est là, mais il faut quand même, parce qu'on voudrait bien investir dans un certain nombre de domaines comme la communication avec les panneaux électroniques. Donc chaque année je viens voir et chaque année ça baisse un peu. Donc on verra si cette année ça peut rentrer dans le budget ou pas. Première étape, les équipements pour l'entretien des espaces verts. Difficile toutefois de ne pas se disperser dans les travées du salon. Non mais vous n'êtes pas dans le hall 3 ? Déjà il ne fallait pas partir sans m'attendre. À nouveau réunis, la visite continue au pas de charge. Heillecourt compte 5600 habitants et un parc de 20 hectares. Son entretien mobilise 2 agents municipaux et coûte 25 000 € par an en sous-traitance. Sur ce stand, une entreprise propose des outils de désherbage alternatifs sans produits phytosanitaires. Et ça consomme combien, disons, en eau, pour quelle surface? Après, c'est à nous de nous faire une idée, de savoir, en regardant les caractéristiques techniques, c'est pour ça qu'on n'achète pas sur le salon. On prend les renseignements, on prend les fiches, on recontacte après, on demande l'avis de spécialistes. Se mettre aux normes environnementales, un défi supplémentaire dans un budget communal déjà serré, 6 millions € par an pour Heillecourt. Pas de nouvelles décorations de Noël cette année, mais Didier Sartelet aimerait enfin investir dans de l'affichage automatique pour sa commune. Et la longévité d'un tel panneau? Alors un panneau comme ça, vous allez partir entre 10 et 15 ans. Verdict, 7 000 € par panneau, encore un peu cher. Le prix n'a pas trop baissé par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, Dernière étape de la matinée, ce fabricant de toilettes publiques. Venez visiter les toilettes. Alors, celles du parc communal sont fermées depuis un acte de vandalisme. Visite immersive dans ce modèle dernier cri. Seul hic, là aussi, le prix, 30 000 €. Tout le propre de la politique municipale, c'est de fixer des priorités. Ça va être après à l'équipe municipale de décider.
Est-ce que les toilettes dans le parc de l'Urbanie sont prioritaires par rapport aux panneaux de communication? Ça, c'est des choix qu'il faudra faire. Faire des choix dans un contexte budgétaire serré, un pari difficile. Didier a pourtant déjà décidé de se représenter en 2020. Et on va retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences, avec Philippe Bas, c'est le président de la commission des lois ici au Sénat. La commission des lois qui demande le rejet des crédits de la mission en relation avec les collectivités territoriales lors de l'examen du budget. Bonjour Philippe Bas, la commission des lois vient donc de donner ce matin un avis défavorable au projet de loi de finances 2018. Pourquoi cet avis défavorable ? C'est un avis défavorable sur le budget que l'État consacre aux collectivités territoriales. Les raisons en sont simples et entièrement prévisibles. L'affaire de la taxe d'habitation est un véritable danger, non seulement pour les ressources à venir, je veux bien croire que la compensation l'année prochaine ou la suivante seront bonnes, mais c'est un véritable danger pour les finances locales et c'est aussi un danger démocratique dans la mesure où le citoyen ne contribuant pas au service de sa commune n'a pas de frein dans ses demandes et n'a pas l'esprit de responsabilité qu'on a quand on est contribuable. Et deuxièmement, nous constatons que l'évolution des dotations aux collectivités territoriales, c'est pas des cadeaux les dotations, c'est pour compenser des impôts qui ont disparu dans le passé, ce qui fait réfléchir à propos de la taxe d'habitation. Eh bien, l'évolution des dotations sur les années à venir va faire perdre encore, après des années de baisse de dotation, du pouvoir d'achat aux communes. Or, elles sont à l'os aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas donner notre caution à ces décisions politiques. Nous lançons un cri d'alarme en disant ne négligez pas les territoires, écoutez-les, c'est la France profonde, ce sont les services qui sont rendus à nos concitoyens très concrètement tous les jours. Alors justement, ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, a défendu la libre administration et l'autonomie fiscale des collectivités. Il a parlé de lignes rouges dans les rapports entre les collectivités et l'État. C'est bien la position que le président du Sénat incarne au nom de tout le Sénat. Car le problème, quand on supprime toute fiscalité locale, c'est que c'est la fiscalité nationale qui paye les services locaux, alors qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Et les communes, au lieu d'être maîtresses d'une partie au moins de leurs ressources suffisamment importantes, comme le veut la Constitution, sont dans la dépendance de l'État, qui peut avoir des problèmes de fin de mois d'une année sur l'autre. Et on a trop vu, chat échaudé, craint l'eau froide, on a trop vu le budget de l'État se régler sans effort de l'État au détriment des collectivités locales et accessoirement de la sécurité sociale. Et la commission des lois que vous présidez vient d'ailleurs de créer une mission permanente de contrôle et de suivi des réformes territoriales. Le premier thème, la revitalisation de l'échelon communal. Il y a des vents mauvais qui soufflent sur notre démocratie, des vents d'extrémisme. Le vrai lieu où on peut s'opposer à ces vents mauvais, c'est la commune, c'est la démocratie locale. Pour ça, il faut qu'elle ait du grain à moudre. Il faut que les communes puissent effectivement rendre démocratiquement des services. Il faut que les maires puissent apporter des réponses à leurs concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle le sujet numéro 1 pour nous, c'est pas la région, c'est pas le département, c'est la commune. Ne vidons pas la commune de sa substance, n'en faisons pas une coquille vide en siphonnant toutes ses compétences, en la laissant toute seule et sans moyens. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci Saveria. Hervé Morin, président de Région de France, élu président de Région de France, le président UDI de la Normandie succède ainsi à Philippe Richert. Audrey Vuitaz. C'est finalement lui, le centriste Hervé Morin, qui se place au pupitre du président de l'Association des régions de France. Bien entouré pour la photo de famille, les présidents de région l'ont élu à l'unanimité. Pourtant, un autre nom a longtemps circulé pour succéder à Philippe Richert, démissionnaire, celui du LR, Renaud Muselier. Problème, il est député européen jusqu'en 2019. Il y aurait donc eu un accord pour qu'après cette date, Hervé Morin lui cède sa place. Accord confirmé à demi-mot par le président fraîchement élu. Comme vous le savez, Renaud Muselier était aussi intéressé par cette responsabilité. Et nous avons construit un système dans lequel nous saurons partager les temps de l'action.
L'image est claire, les 18 présidents de région veulent afficher leur bonne entente, peu importe leur bord politique. Le socialiste François Bonneau reste d'ailleurs président délégué. Unis donc pour faire entendre leur voix, notamment en matière de finances. Les villes ou les départements ont pris l'habitude de nous servir de nous comme des tiroirs-caisses, pendant que l'État essaye de récupérer une partie de ses compétences. Voilà, on n'a pas l'intention de se laisser faire. Ne pas se laisser faire et prouver que les régions comptent. Sur l'apprentissage par exemple, inacceptable pour elles de laisser cette compétence aux branches professionnelles. Nous disons simplement au gouvernement, sur toute une série de compétences, laissez la place et foutez la paix aux régions, elles sont capables de faire. Des idées que les régions veulent faire entendre lors d'un rendez-vous avec le Premier ministre. Ce n'est qu'à ce prix qu'elles reviendront dans la conférence des territoires qu'elles ont quittée en septembre dernier. Députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord sur une version commune du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Hier, les sénateurs avaient voté pour une version modifiée du projet gouvernemental. Le principal désaccord concerne surtout la hausse de la CSG pour les retraités. Et dans ce texte, la lutte contre les déserts médicaux a fait l'objet de vifs échanges entre les sénateurs et la ministre. Pour les élus, le plan du gouvernement ne règle pas le problème du manque de médecins. À Châteauroux, c'est l'hôpital public qui est frappé de plein fouet par la pénurie de médecins. Ils doivent donc faire appel à des praticiens intermédiaires, mais à prix d'or. Reportage de Clément Perrault. Non, tu enlèves ça, tu viens avec moi, on fait le tour des patients. Nous sommes au service réanimation de l'hôpital de Châteauroux. Le docteur Ira et son équipe font ce qu'on appelle le tour des patients. Chambre par chambre, ils font le point sur l'état de santé des malades. Donc ce monsieur reste perturbé, il a toujours son infection urinaire. Dans l'équipe médicale figurent 5 médecins intérimaires. Face aux difficultés pour recruter des permanents dans certaines régions rurales comme l'Indre, le recours à ces travailleurs temporaires est de plus en plus courant. Avoir de l'intérim a permis au service de garder une activité normale, puisqu'on a en plus des soins aux patients. Vous savez qu'un service de réanimation a aussi des activités de recherche, des activités administratives. Pour l'hôpital, attirer puis fidéliser ces intérimaires est crucial. Pour y parvenir, le docteur Ira veut leur proposer les meilleures conditions de travail possibles. On les a fidélisés par une intégration totale à l'équipe. Ce ne sont pas des médecins qui viennent, qui font le travail pendant que nous, on n'est pas là. Ce sont des gens qui vont s'intégrer avec nous. Le docteur Ira est ici avec le docteur Lubombo, une intérimaire. Après avoir multiplié les vacations dans différents hôpitaux, elle s'est stabilisée ici à cause de cet environnement de travail. Ce choix valide donc la stratégie de l'établissement. On est, disons, entouré, on ne se sent pas seul. Moi, ça fait 2 ans que je fais de l'intérim et il y a des endroits où on se retrouve tout seul et dans un service comme la réanimation, c'est pas toujours facile. Mais au-delà de l'organisation, l'afflux d'intérimaires pose de vraies questions de coût. L'enveloppe annuelle qui leur est attribuée est passée dans cet hôpital de 600 000 à 2 millions d'euros en 3 ans. Ils sont payés ici autour de 1 100 € net pour une permanence de 24 heures. Des tarifs élevés et qui ont tendance à flamber. On peut parfois constater une réelle concurrence entre les établissements hospitaliers aussi, au niveau de la rémunération des médecins qui n'hésitent pas, certains centres hospitaliers n'hésitent pas, peut-être, entre guillemets, à surpayer certains médecins. Sur les intérimaires, ça peut aller, nous on a réussi à recruter jusqu'à 1300, exceptionnellement les jours fériés 1500, 1600, pas plus, mais ça peut aller au-delà de 2000. J'ai des collègues qui sont allés jusqu'à 2000, 2002. Là, c'est une forme de surenchère. Oui, complètement. Une surenchère dont certains intérimaires n'hésitent pas à profiter. Ils y vont un petit peu au bluff, si on peut dire les choses. Certains sont capables de nous dire, écoutez, voilà, je souhaite 1500, 1600, un autre établissement me propose, donc vous, que faites-vous? Bon, ben nous, on reste sur notre proposition. La directrice mise aussi sur quelques extras. Le logement ici est offert aux intérimaires dans des studios comme celui-ci. Un type de studio qui est proposé, donc avec un coin kitchenette. Ici, vous avez l'espace couchage, donc avec du mobilier qui est vraiment... on est très attentif à ce que tout soit de qualité. En plus, nous remboursons donc les frais de trajet, que ce soit le train, la voiture personnelle. On rembourse donc sur la base, évidemment, des textes réglementaires. La nourriture est gratuite, il n'y a pas de loyer. Donc, au total, toutes charges comprises, une mission d'intérim peut nous revenir jusqu'à 2 000 à 3 000 €. Facile. 3 000 € pour une mission de 24 heures.
Indispensables mais très chers, les intérimaires sont au cœur des problématiques des hôpitaux, surtout en milieu rural. Pour faire baisser les coûts, certains responsables politiques préconisent un plafond de rémunération autour de 1 100 € net la journée. Une proposition que soutient la directrice de l'hôpital de Châteauroux. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Frédérique Gerbeau, bonjour, vous êtes sénatrice LR de l'Indre, merci d'être avec nous. Bernard Jomier est également sur ce plateau, bonjour, sénateur socialiste de Paris. J'accueille également Hervé Maurey, bonjour, vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat, sénateur UDI de l'Eure. Et j'accueille enfin le docteur Philippe Vermersch, vous êtes le président du syndicat des médecins libéraux. Bonjour. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Frédérique Gerbeau, puisqu'on vient de voir cette situation de l'hôpital de Châteauroux. Est-ce que malgré toutes ces mesures qui ont été prises en faveur, des mesures en faveur de l'attractivité pour faire venir des médecins, vous arrivez à avoir des médecins de garde à l'hôpital de Châteauroux aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'exercice de la médecine libérale. Ça, c'est un premier problème. Et l'hôpital de Châteauroux, dont vous venez de voir le reportage, où il s'agit de recruter des médecins hospitaliers. J'ai interpellé la ministre il y a une quinzaine de jours pour lui demander de plafonner le plafonnement des indemnités des intérimaires. Pourquoi? Parce que, comme l'a indiqué la directrice de l'hôpital et comme nous l'avons pu l'observer dans la région centre, nous avons des surenchères financières indécentes qui conduisent et qu'on conduit les centres hospitaliers dans la même région à aller jusqu'à des rémunérations à hauteur de 2 400 €. Or, ce système va perdurer. Nous allons encore arriver dans une période difficile où les médecins prennent quelques jours de repos et où on n'a pas assez de praticiens pour les remplacer. Et la deuxième conséquence, c'est l'impact financier pour les hôpitaux, comme l'hôpital de Châteauroux, qui n'a pas des moyens pléthoriques, donc qui plombe son budget en payant très cher des intérimaires, même si la directrice de l'hôpital se maintient à des rémunérations, je dirais, relativement correctes. Donc je pense qu'il est urgent de plafonner les indemnités des intérimaires. Et la conséquence la plus redoutable dans le désert médical que nous traversons, en tout cas dans notre département de l'Indre, c'est que les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent, eux, souhaitent maintenant quitter l'hôpital pour se diriger vers ce corps intérimaire, parce que faire 3 jours de garde sur un mois est évidemment beaucoup plus rémunérateur, et donc ça pose des tas de problèmes vis-à-vis des patients, même si le docteur Irak, vous avez vu, qui est le président de la CME, qui dirige le service de réanimation, a lui fidélisé cet intérimaire. Il ne s'agit pas de faire blocage pour tous les intérimaires, on en a besoin pour beaucoup de spécialités qui ne sont pas représentées. Il suffit simplement d'éviter la fuite de nos hôpitaux, de praticiens à plein temps qui sont là et qui, avec des flots de praticiens qui arrivent pour faire des gardes et qui s'en vont et qui repartent. Donc pour le patient, de ce point de vue-là, je pense que c'est très, très préjudiciable. Hervé Maurey, je le disais, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ici au Sénat, il y a eu beaucoup de passes d'armes autour de cette question des déserts médicaux. On voit que chaque gouvernement a son plan, mais jamais un véritable plan Marshall. Est-ce qu'on arrivera un jour à se sortir de cette situation en maintenant des mesures incitatives ? Écoutez, chaque gouvernement a son plan, mais chaque plan ressemble furieusement au plan précédent. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que l'on a des plans qui sont destinés à améliorer la situation, mais qui ne l'améliorent pas, parce que par manque de courage politique, on reste dans la mesurette, on reste dans l'incitatif, qui a malheureusement montré que ça ne fonctionne pas. Et je regrette que ce gouvernement, qui dit vouloir rompre avec la vieille politique, continue avec une vieille politique, celle de l'incitatif pur, qui a montré ses limites. Et donc moi j'avais espoir, quand le Premier ministre a annoncé dès sa prise de fonction que la lutte contre les déserts médicaux serait une priorité, et j'ai été extrêmement déçu de voir que ce que propose Mme Buzyn, c'est la continuité de ce qu'on fait depuis 25 ans et qui ne marche pas. Donc effectivement, nous sommes de plus en plus nombreux au Sénat. Il y a eu des amendements qui ont été signés par plus de 110 sénateurs pour demander qu'il y ait des mesures courageuses, des mesures fortes, et notamment des mesures de régulation à l'installation des médecins. Avant de vous donner la parole, Philippe Vermersch, je vais aussi interroger Bernard Jomier, puisque quand on parle de désert médical, on a parfois en tête aussi les territoires ruraux. La capitale ou les grandes villes sont aussi frappées par cette question. Ah oui, mais moi j'ai toujours réfuté que Paris soit un désert médical. D'abord, ce serait indécent de dire ça. Par contre, Paris, qui souvent caricature les phénomènes nationaux, vit quelque chose qui est l'effondrement du système de soins de proximité. Il y a une moyenne de médecins généralistes sur Paris qui devient basse, et dans des arrondissements entiers, dans le mien où il y a 200 000 habitants, on est bien en dessous de la moyenne nationale.
Et ça, c'est le véritable problème. C'est que, avant tout, la désertification médicale qui est liée, on le sait, à un problème de fracture territoriale beaucoup plus global, est nourrie par la chute de l'offre de soins articulée autour du médecin généraliste, l'offre de soins de proximité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, on sortait 3500 étudiants par année de la faculté. Aujourd'hui, on en sort quand même 8000 cette année. Enfin, 7500, 8000. Donc, on voit bien qu'on paye le prix d'une politique restrictive. Je ne reviendrai pas sur les causes, mais les organisations professionnelles comme les pouvoirs publics s'étaient mis d'accord sur cette politique restrictive. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins généralistes. On forme en proportion beaucoup de médecins spécialistes. Et donc, on doit réorienter, bien sûr. Mais il faut mettre en œuvre, je suis tout à fait d'accord, de nouvelles mesures. Ces nouvelles mesures, certains défendent des mesures de coercition à l'installation. On peut aussi regarder, et ça c'est un chantier qu'ouvre la ministre, et j'espère qu'elle ira au bout. J'espère qu'elle ira au bout. C'est celui de nouvelles organisations de soins, de la délégation et du partage de tâches qui, dans certaines filières, je pense à l'ophtalmo par exemple, ont d'ores et déjà démontré leur efficacité. Donc il faut aller plus loin dans ces domaines-là. En tout cas, on ne peut pas continuer comme ça, sans rien changer, sinon on va voir une désertification qui va s'accroître. Ouais. Alors, votre réaction, Philippe Bermersch, à ce qui vient d'être dit sur ce plateau, on voit bien cette tentation, cette volonté finalement de toucher à la liberté d'installation des médecins. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les jeunes ont une mentalité qui a complètement changé. Aujourd'hui, les jeunes vivent en couple, à la sortie de leurs études. Les femmes, et je rappelle que la profession de médecin va être à 80% féminine d'ici 7 à 8 ans. Et donc, les femmes, lorsqu'elles sortent de leurs études médicales, donc, ont envie de fonder leur foyer et d'avoir des enfants. Donc, tout ça est un paradigme qui a changé, sans compter qu'ils ne veulent plus travailler autant que leurs aînés. Donc, à partir de là, on a deux périodes. La première, sur une période de 7 à 8 ans, qui va être très critique, parce qu'il manque de médecins et les baby-boomers vont partir à la retraite et tout ceci devrait se régulariser beaucoup plus tranquillement après, au bout de 7 ou 8 ans, parce qu'il y aura plus de médecins à ce moment-là. Il y a des solutions. Demander aux médecins de s'installer dans des zones rurales que l'État a déserté ne marchera vraisemblablement pas. On va aggraver le problème en augmentant le nombre de remplaçants parce que les gens ne s'installeront plus et nous aurons quand même des problèmes de régulation à ce moment-là. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on a des solutions, notamment avec les libéraux, un concept de médecin volant où des médecins qui sont libres dans des zones surdotées peuvent aller exercer en zone sous-dotée à condition évidemment que parce qu'ils délaissent leur cabinet d'un côté, eh ben, ils soient mieux rémunérés de l'autre. Il y a quand même, c'est un devoir civique, et à partir de là, donc, ces médecins doivent être récompensés. Hervé Moret, peut-être vous, sur cet amendement, justement, qui préconisait, eh bien, je rappelle une expérimentation d'un conventionnement sélectif que vous a dit la ministre. Le principe, c'était une installation, un départ dans les zones surdotées. Oui, je voudrais rappeler que la Commission d'aménagement du territoire se penche sur ce sujet depuis quasiment sa création, qu'on avait rendu un rapport il y a à peu près 4 ans, et qu'il y avait un certain nombre de mesures, parce que c'est un sujet suffisamment compliqué pour qu'il n'y ait pas une seule mesure. Et parmi ces mesures, il y avait aussi ce qui a été dit, la question de la délégation des actes qui peut être très utile, la question dont on pourrait aussi parler de la formation des futurs médecins, parce qu'aujourd'hui on forme davantage des futurs praticiens hospitaliers que des futurs médecins, parce que tout le cursus se passe à l'hôpital et quasiment jamais en libéral. Et pour en venir à l'amendement que l'on a repris dans le cadre du PLFSS, effectivement ce qu'on propose, c'est pas de la coercition, c'est de la régulation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on suggère, c'est ce qui existe déjà pour un grand nombre de professionnels de santé. Si un professionnel de santé, si un médecin veut s'installer dans une zone qui est déjà surdotée, eh bien, soit il le fait en remplaçant quelqu'un, c'est-à-dire le 1 pour 1 que vous évoquez, soit il renonce à être conventionné. Et ce dispositif a effectivement prouvé son efficacité sur l'ensemble des autres professions de santé, les kinés, etc. Et ce que je suggérais dans cet amendement qui a été largement signé, c'est que l'on tente cette expérience pour voir si ça marche aussi pour les médecins, parce qu'encore une fois, il faut qu'on sorte de ces mesurettes qui ont prouvé qu'elles ne suffisaient pas. Alors, je vous propose, avant de poursuivre ce débat, d'écouter la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle était notre invitée hier, elle a répondu à ces demandes de mesures coercitives. On l'écoute. C'est une idée simpliste qui fonctionne pour des professions qui ne sont pas en tension. Quand vous avez une profession où la démographie est faible, la coercition ne fonctionne pas. Il n'y a pas aujourd'hui de zone surdotée en médecins et que pour
aller faire des mesures coercitives pour engager les médecins à aller en zone sous-dense, il faudrait qu'on déshabille des zones qui, à l'évidence, ne sont pas surdotées aujourd'hui. Frédéric Gerbeau, vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a pas aujourd'hui de zone surdotée? Pas tout à fait d'accord avec la ministre, parce que moi je suis dans un département rural où nous sommes vraiment dans un département totalement impacté. Il y a plus de 50% de notre département qui n'a plus de patients, qui n'ont plus accès à un médecin en libéral. Je crois que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, en dehors de ce que vient de dire, ce que vous venez de dire à l'instant sur la nouvelle mentalité des nouveaux médecins, je crois que la question, il faut savoir, est-ce qu'on garde un exercice libéral de la médecine, et auquel cas on forme nos étudiants dans leur parcours médical en les incitant à avoir plus de stages en médecine libérale, en exercice médecine, y compris dans les zones sous-dotées et en tout cas dans les zones rurales, ou est-ce que nous voulons une génération de médecins qui veut devenir salarié? Ça, c'est la très grande question qu'il faut se poser. On n'a pas tous la réponse. D'autre part, je voudrais insister sur un point. Nous avons aussi une surenchère des collectivités qui, dans les zones sous-dotées, octroient des sommes considérables pour les installations en dehors des aides publiques. Et on se rend compte que ça n'a aucun résultat. Dans l'Inde, nous avons quasiment 17 maisons pluridisciplinaires. Nous n'avons pas un seul médecin qui se sont installés. Donc, la question financière, me semble-t-il, n'est pas une motivation d'installation. Par contre, revoir le parcours médical de nos jeunes médecins et les inciter à aller plus exercer en libéral et à faire plus de stages, me paraît une des pistes qu'il faut explorer. Hervé Maurey. Oui, moi j'aimerais répondre quand même à Madame Buzyn. Je suis quand même étonné qu'une femme de cette qualité fasse preuve d'autant de mauvaise foi. On sait très bien qu'il y a des zones surdotées, c'est pas moi qui le dis, c'est les agences régionales de santé. Faites une expérience, faites un reportage pour vérifier ce que je dis. Vous appelez un médecin si vous êtes à Cannes ou à Nice. Je vous assure que vous aurez le rendez-vous de spécialiste que vous mettez 18 mois, voire davantage à obtenir quand vous êtes dans le département de l'Indre ou dans le département de l'Eure. Vous l'aurez pour le lendemain. Donc c'est une parfaite mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas de zone surdotée. Et en plus, quand vous avez des médecins en zone surdotée, ça coûte très cher à la sécurité sociale, parce que comme ils sont en manque de patientèle, ils font revenir les patients. On dit, revenez donc la semaine prochaine, je vous reprendrai la tension, ça vous rassurera, ça me rassurera. Bon. Donc, le problème, c'est pas tant le nombre de médecins, il n'y a jamais eu autant de médecins en France, que le fait qu'il y ait une mauvaise répartition. Donc je m'inscris vraiment en faux par rapport à ce que dit Mme Buzyn. Je suis extrêmement déçu qu'une femme de cette qualité puisse faire preuve d'autant de mauvaise foi. Ensuite, c'est pas la coercition qu'on propose, c'est la régulation. C'est pas la même chose. La coercition, c'est d'obliger des médecins à aller dans des zones données. Ce qu'on propose, c'est de conserver la liberté d'installation, mais de la réguler en disant, si vous allez dans des zones où il y a déjà suffisamment de médecins, eh bien, vous ne serez pas pris en charge par la sécurité sociale. Je suis très attaché à la liberté d'installation des médecins, mais je voudrais rappeler ce qu'a dit la Cour constitutionnelle d'Allemagne quand elle a eu à statuer là-dessus, parce que la régulation, ça existe en Allemagne depuis 25 ans. Elle a dit qu'il y avait quelque chose de plus important que tout, y compris que la liberté d'installation, qui est pourtant dans la Constitution allemande, ça s'appelle l'intérêt général. Et le jour où on aura des drames sanitaires avérés, parce qu'on en a déjà, eh bien à ce moment-là, on fera quelque chose, mais on aura perdu beaucoup de temps et sans doute beaucoup de vies humaines. Intérêt général, parce que moi je travaille dans la Côte d'Azur, excusez-moi. Faisons l'expérience. Et je peux vous dire que j'ai des patients, pour avoir des rendez-vous, eh ben, il leur faut 2 mois, 2 mois et demi. Alors peut-être moins qu'à Châteauroux, mais en attendant, chez moi, c'est au moins 2 mois, 2 mois et demi. Je ne parle pas du médecin généraliste, mais et encore. Hein, voilà. Alors c'est vrai que le problème vient quand même de très loin, puisqu'il commence par la formation des médecins. Et là, on est tous d'accord sur ce plan-là. La médecine libérale enseignée à l'hôpital et à la fac, il n'y en a pas. C'est une médecine hospitalière qu'on enseigne et il faut que la faculté que les médecins libéraux intègrent la faculté pour donner des cours donc, concernant la médecine libérale et que les étudiants, à partir de la 3e année, aillent faire systématiquement tous les ans des stages dans le libéral. Des amitiés pourront se créer à ce moment-là avec les médecins chez qui ils iront et on pourrait avoir un système de tutorat qui les accompagnera toute leur vie, voilà, enfin toutes leurs études. Il n'y a pas que ce problème de formation pour justement lutter contre cette pénurie de médecins, Philippe Vermeersch. Alors c'est vrai que pour lutter, alors aujourd'hui il faut savoir ce qu'on veut. Hein. C'est quand on parle de maisons de santé pluridisciplinaires, on vient de le dire. Donc certaines villes montent des murs. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte qu'en France, les seules maisons qui marchent, c'est quand elles sont parties d'une initiative personnelle des médecins. Si vous montez des murs et vous cherchez des médecins, ça ne marche pas. La preuve. Voilà. Donc il faut que ce sont des médecins qui soient incités à monter des murs et à faire venir il faut un leadership au départ. Voilà. Alors c'est vrai que ce leadership, donc aujourd'hui, les médecins sont tous surbookés et donc n'ont pas nécessairement l'énergie
pour monter des dossiers administratifs qui font 300 pages pour créer leur maison. Et donc à partir de là, on peut avoir peut-être les URPS, les Unions régionales des professionnels de santé, qui peuvent les aider et à maintenir une dynamique qui partent dans ce sens-là. Ça permettra aux jeunes qui veulent travailler de façon regroupée à venir s'installer avec eux. Bernard Jomier, pardon, oui, allez-y. Je rappelle juste une dernière chose, c'est qu'on a quand même des gens aujourd'hui qui font un travail civique en France, qui sont les médecins retraités actifs, qui prennent leur retraite et qui continuent de travailler en payant des cotisations retraite qui ont été allongées. Alors ça, le gouvernement, justement, veut favoriser le cumul emploi-retraite pour les médecins retraités. Il y a eu une nette amélioration. Voilà. On a déposé tous un amendement sur le PLFSS. Et ça va dans le bon sens. Voilà, demandant l'exonération pour les médecins retraités qui reprennent de l'activité, parce qu'il y a des endroits où on n'a plus le choix. Hein, donc, en espérant que cet amendement soit bien consolidé par l'Assemblée nationale. On verra ça en seconde lecture, en nouvelle lecture. Il faut aussi peut-être penser à cette question, est-ce qu'il faut embaucher des médecins salariés, Bernard Jomier? Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que ce soit la question, honnêtement. Je crois que, en fait, on peut convenir qu'on n'a pas un manque de médecins dans notre pays. On en a 200 000. Et on peut comparer avec les autres pays de l'Union européenne. C'est vrai que on nous annonce une baisse quand même jusqu'en 2025. C'est vrai que la Grèce en a beaucoup plus, 3 fois plus. On n'est pas mieux soigné en Grèce qu'en France. Donc c'est plus une question de répartition et d'allocation, j'allais dire, du temps médical. Or, on est dans un système de soins où il y a une concentration sur des établissements de soins, mais qui sont quand même en tension malgré tout, et surtout une mauvaise utilisation du temps médical. Pourquoi est-ce qu'on forme... Je reprends l'exemple de l'ophtalmologie. Pourquoi est-ce qu'on forme quelqu'un pendant 12 ans qui va passer du temps à appuyer sur un bouton pour enregistrer avec la machine les données d'optométrie? Enfin, c'est absurde. Il faut mettre en place une dévolution des tâches. Il faut changer notre mode de soins pour que le médecin, le temps médical, soit utilisé de façon la plus efficiente possible. La ministre parle beaucoup d'efficience dans le soin. Actuellement, on gaspille massivement du temps médical. Le développement de la télémédecine doit entrer dans cette ligne-là, dans cette ligne de résolution du problème, particulièrement en milieu rural, parce qu'il serait très intéressant que l'infirmière qui va au domicile puisse prendre la tension, prendre la température d'une patiente, entendre qu'elle tousse et se connecter avec le médecin qui dira soit il faut que j'y aille, ou qui dira non, vous faites ça ou ça. Il y a beaucoup de choses à changer dans l'organisation de notre système de soins pour plus d'efficience, pour une meilleure répartition des tâches et pour répondre en partie à cette question du manque, on va dire, si on veut, du temps médical. Mais au fond, moi je crois profondément que, effectivement, d'abord, les mesures d'incitation financière, il fallait les mettre en place, mais on en touche la limite. Voilà, c'est pas parce qu'on donne 50 000 euros à un jeune qu'il ira travailler à tel ou tel endroit. Ce n'est plus un problème de revenus. Ça upulette, ce ne l'est plus. Et deuxièmement, que si on ne change pas la répartition des cadres de travail, on n'en sortira pas. Hervé Maurey, c'est vrai que parmi les propositions du gouvernement, il y a l'innovation. Il faut faire émerger les services numériques et encourager les consultations à distance. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait à l'instant mon collègue de Paris. Simplement, ce qui me faisait sourire, c'est qu'il ne sait sans doute pas qu'en France, il y a des tas de régions où il n'y a pas une couverture numérique permettant de faire de la télémédecine. Mais ce que je disais, c'est que la désertification médicale est liée à d'autres problèmes. Bien sûr, tout à fait. Mais sans ça, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il faut aller vers la délégation d'actes. Et il n'y a rien de concret dans le plan Buzyn là-dessus, ce qui est, là aussi montre bien les limites de ce plan. Sur la télémédecine, effectivement, c'est un outil utile, sous réserve qu'on ait des bonnes connexions. Et voilà, il y a toute une série de mesures. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule mesure qui pourra régler tout le problème. Et puis, comme ça a été dit également par le représentant des médecins, sur la question de la formation, c'est tout à fait indispensable qu'on fasse en sorte que les futurs médecins, et j'en connais un certain nombre, aient un cursus qui ne se fasse pas uniquement à l'hôpital. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on forme des futurs praticiens hospitaliers, mais on ne forme pas des futurs médecins. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'écouter le doyen de la faculté de médecine de Tours. Il a été interrogé par Clément Perrault. On l'a eu chez nous. Donc je pense que l'enjeu, il est à l'attractivité des territoires et probablement aussi à faire en sorte que la formation, puisque je suis le doyen d'une faculté de médecine, concourt du mieux possible à ces enjeux de territoires qui sont très très hétérogènes en France. Comment ? Alors, pour ce qui est de la formation, puisque c'est mon sujet, aller par exemple vers une généralisation des stages
temps plein qui nous permettent d'alterner pour les étudiants en médecine des moments où ils sont complètement en stage et où ils peuvent être en stage très à distance des facultés de médecine, et puis des moments où ils sont en période d'enseignement et où ils ne sont qu'à la faculté de médecine. Actuellement, on n'est pas dans ce système, ce qui fait que les étudiants doivent venir tous les jours à la faculté de médecine. Donc on ne peut pas les projeter très loin de la faculté de médecine qui, dans notre région, est à Tours. Vermersch, votre réaction, est-ce qu'on vient d'entendre sur cette question des stages à temps plein? On sait que le gouvernement a fait quelques propositions aussi en ce sens. Ouais. Bah, il y a une ouverture. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'on touche le fond du fond pour essayer de remonter. Ça fait longtemps qu'on aurait dû s'en apercevoir. Je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit M. Moret tout à l'heure sur les délégations de tâches. Il est vrai qu'aujourd'hui, les médecins donc, ont des plannings surbookés. Et il est vrai aussi donc, qu'on peut se décharger sur d'autres professionnels de santé. Et donc, dans le cadre d'une coordination. Il y a quelque chose dans le PLFSS, ça s'appelle les innovations organisationnelles, qui sont bien dites dans le PLFSS et qui vont permettre justement, par les dérogations financières qui sont induites par l'amendement 35, l'article 35, de permettre justement d'essayer d'expérimenter et de s'organiser entre nous. Donc là, il y a quand même une vraie avancée à ce niveau-là. Frédéric Gerbaud, pardon. C'est vrai qu'il y a cette notion, et c'est aussi dans la méthode Macron, de faire confiance aux initiatives locales pour la réorganisation des offres de santé sur le territoire. Oui, moi je crois pardon de le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réformer beaucoup de choses. Je suis d'accord avec mon collègue quand il dit que depuis des années, quel que soit le gouvernement en place, ce qui arrive, on aurait dû le prévoir. On le sait que ça va arriver. Bon, maintenant on est dedans et on est démunis parce que on ne sait pas comment faire. Moi, j'ose dire qu'il y a une grande réforme de l'hôpital qu'il faut faire. Je pense qu'il faut revoir la réforme de l'hôpital. Je pense que la loi de 2009, Hôpital Santé Territoire, a été une réforme qui a fragilisé l'hôpital. Je pense qu'il faut revoir le parcours médical de nos jeunes médecins et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir s'adapter à la situation que nous connaissons, une nouvelle façon d'organiser sur le plan départemental et sur le plan régional l'organisation des soins. Il faut aussi qu'il y ait des coopérations qui se tissent. Je crois que Mme Buzyn, là-dessus, a ouvert quelques portes en espérant que ça fonctionne entre le libéral et l'hôpital public. Je veux dire, plus on va renforcer, on manque de spécialistes partout, donc plus on va renforcer les coopérations entre la médecine libérale et l'hôpital public, plus il y aura de coordination des soins sur chaque territoire, mieux les patients s'en porteront, si je puis dire, permettez l'expression. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir le courage de dire que nous devons viser la qualité des soins, pas la quantité, puisque déjà on ne l'avons pas, mais la qualité des soins. Et je pense qu'il va falloir en passer par des réformes qui nécessiteront évidemment un peu de courage politique pour expliquer qu'aujourd'hui, on doit... Moi, je suis absolument atterrée, que ce soit pour les médecins en exercice libéral ou les praticiens hospitaliers, le temps médical auquel vous faisiez allusion, il n'est pas du tout respecté. Quand vous voyez le temps médical à l'hôpital, les médecins sont tellement débordés par les administratifs, les cadres administratifs. Nous avons, avec la loi 2009, imposé des directeurs d'hôpitaux qui ont tous les pouvoirs. L'administration a pris le pas. Les médecins sont contraints, je veux dire, à essayer de trouver, tant qu'ils peuvent, leur temps médical pour le patient. Là, ça ne va pas non plus. Bernard Jomier. Ouais, si vous regardez en Espagne, les médecins, les infirmiers viennent de signer un accord tout à fait historique qui autorise les infirmières dans certaines conditions, je ne sais pas, mettant très cadrées, mais par exemple à renouveler une prescription d'insuline. On en est bien loin en France. Oui. Moi, je me souviens de 10 ans en arrière simplement où les infirmières n'avaient pas le droit de vacciner contre la grippe. Bon, heureusement, on n'en est plus là, mais le retard qu'on a pris, on le paye aujourd'hui. On le paye parce que notre système de santé est resté figé. Il est resté figé sur l'hospitalocentrisme, et je souscris totalement à l'idée qu'il y a urgence à un nouveau plan hôpital. Et deuxièmement, dans le secteur de ville, il est resté figé sur des conceptions, des délimitations entre professions qui sont tout à fait archaïques. Tout à fait archaïques. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de déverrouiller. Alors, on a une ministre qui a pris beaucoup d'engagements. C'était le PLFSS des intentions. C'est normal. Elle vient d'arriver. Il faut donner acte. Il faut donner acte qu'elle a esquissé des pistes de changement qui sont réelles et qu'on n'avait pas entendues depuis longtemps. Maintenant, est-ce qu'elle passera aux actes? Si elle passe aux actes, on peut résoudre le problème de la désertification médicale. Si elle ne passe pas aux actes, on recommencera dans 5 ans, dans 10 ans, le même débat.
Moi, je suis malheureusement prêt à prendre le pari que ce qui nous est proposé aujourd'hui ne réglera absolument rien. J'espère que l'enregistrement sera précieusement conservé. Et moi, je vous dis que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on en sera exactement au même point parce que ces mesures sont inadaptées. J'aimerais juste dire un mot sur l'hôpital, si vous m'accordez quelques secondes, pour dire que ce qu'on a vu dans le reportage est quand même tout à fait abominable. Cette espèce de surenchère pour faire venir les médecins sur les salaires, sur les avantages annexes. Et on est obligé de montrer la chambre et on vous apporte le petit déjeuner, puis moi je mets 2 croissants. Bon, c'est absolument abominable. Et deuxième élément dont on a peu parlé, mais qui explique aussi le fait que les étudiants sont uniquement à l'hôpital et pas en ville, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux ne fonctionneraient pas sans les étudiants en médecine, qui constituent, je mets des guillemets à mon mot, au mot que je vais utiliser, une main-d'œuvre à très bon marché. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand un étudiant en médecine fait une garde de 24 heures et qu'il est payé pour ces 24 heures 20 €, si on retirait cet étudiant de l'hôpital, eh ben, l'hôpital il aurait encore plus de mal à fonctionner. Donc c'est vrai que tout ça passe aussi par une réforme de l'hôpital. On n'arrivera pas à réformer les études de médecine si on ne réforme pas le fonctionnement de l'hôpital. Eh bien, merci Hervé Maurey, merci à vous Philippe Bermers, merci Frédéric Gerbeau, merci Bernard Jomier d'être venu débattre sur ce plateau. Pour accompagner les collectivités locales dans la maîtrise de leurs dépenses publiques, le gouvernement veut mettre en place un système de contractualisation avec l'État. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est exprimé ce matin devant le Congrès des maires de France. Le Sénat a également défendu l'autonomie financière des collectivités en encadrant le dispositif de contractualisation. Je sais que ce dispositif vous interroge. Eh bien, nous n'en avons pas rejeté le principe, considérant qu'une bonne contractualisation vaut mieux qu'un coup de rabot trop souvent appliqué par les gouvernements précédents. Le Premier ministre s'en est félicité devant vous hier, mais peut-être je dois apporter quelques précisions. Le Sénat n'a pas adopté le dispositif de contractualisation tel que le gouvernement le proposait. Il a apporté plusieurs précisions qui sont apparues indispensables pour conforter l'autonomie financière et le respect dû aux élus locaux. Il a précisé les engagements que doit prendre l'État. Il a encadré le mécanisme de sanction en cas de non-respect du contrat et il a introduit un volet incitatif lorsque les collectivités atteignent, voire dépassent leurs objectifs. Le Sénat sera donc très vigilant quant à la mise en œuvre de cette contractualisation, car si elle était conduite de manière autoritaire ou univoque, ce serait l'esprit même de la décentralisation qui se trouverait affaibli. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek avec le sénateur La République En Marche du Val-d'Oise, Alain Richard. C'est lui qui a permis cette notion de contractualisation lors d'un rapport qu'il a remis au gouvernement. Bonjour Alain Richard. Dans votre rapport, vous proposez une nouvelle règle du jeu fiscale et financière entre l'État et les élus locaux. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, d'abord, pas fiscal, parce que nous avons une mission qui va s'étaler sur plusieurs mois. La partie fiscalité, nous commençons ce soir pour nous organiser, mais donc, dans un premier temps, et sur un délai très raccourci, on nous demandait de faire des propositions plus précises sur la façon d'avoir une relation de travail entre les communes, les collectivités en général, et l'État sur une croissance modérée des dépenses de fonctionnement. Donc, les membres de la mission étaient des gens qui acceptaient cette idée. Et tous les contacts que j'ai eus tous ces temps derniers me font penser qu'une assez large majorité des élus locaux qui font attention à leurs dépenses de toute façon partagent cette idée. Et que donc nous aurons, me semble-t-il, un climat de dialogue assez constructif sur ce sujet. Donc, l'idée est d'encourager les gens à passer directement un contrat avec leurs représentants de l'État, de manière à personnaliser l'objectif en fonction de leur situation propre. Donc, nous proposons de garder le socle d'une croissance de dépenses de 1,2% par an pendant les 5 ans, mais de l'améliorer, si j'ose dire, en fonction de 4 ou 5 variables dans un sens favorable à la collectivité. Alain Richard, en clair, cette contractualisation, ceux qui souscriraient à cette contractualisation, ça permettrait pour ces collectivités d'assouplir la contrainte, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un système un peu sommaire
pour les non-signataires, je parle des 500 ou 600 collectivités principales. Donc on applique le seuil, le taux de base, et en cas de dépassement, on dit aux gens, vous avez dépassé de 500 000 euros l'objectif de dépense, donc on va vous demander une reprise proportionnelle à ces 500 000 euros vers l'État. Ceux qui auront signé un contrat, qui auront discuté de façon plus précise avec le préfet, d'une part, si ils ont une partie de population pauvre, s'ils sont en train de créer beaucoup de logements, s'ils ont fait des gros efforts de maîtrise des dépenses les années précédentes, ils auront droit à plus 0,2, plus 0,4, plus 0,5. Donc ça peut monter entre un 5 et un 8. Est-ce que vous pensez... La récupération, si jamais... Alors, il y a un avantage singulier auquel beaucoup penseront, c'est si l'année 1, j'ai fait moins que mon objectif de dépense, j'ai fait 200 000 euros de moins que prévu, je les garde en cagnotte, parce que si je déborde la deuxième année, on me le comptera, si vous voulez. Très rapidement, Alain Richard, est-ce que vous pensez que ce type de mécanisme est suffisant pour rassurer les élus sur la pérennité de leurs finances ? Non, ça, à soi seul, non. Mais il y a par ailleurs l'engagement du gouvernement qui est de dire on ne baisse pas les dotations et on ne touche pas les recettes fiscales en 2018, puisque on pourra toucher la taxe foncière ou les autres impôts spécialisés. Et sur la taxe d'habitation, la part des dégrèvements sera compensée entièrement. Donc, le mécanisme auquel pensent les collègues, c'est mes dépenses vont augmenter, mettons, à un 3 ou un 4. Mes recettes, je peux compter plutôt sur un 8 ou 2. Donc, je vais avoir une marge d'autofinancement qui va s'améliorer. Donc, ce n'est pas le rêve, mais c'est mieux que le système précédent. Et en tout cas, c'est prévisible. Ensuite, pour revenir à votre première question, sur la fiscalité, en effet, Emmanuel Macron a lancé une boule en disant j'exonère 80%, qui fait beaucoup, de la taxe d'habitation, et on est tous convaincus, et je crois qu'il a acquis l'idée, que du coup, dans 3 ans, on ne pourrait pas rester avec 80% qui ne payent pas et 20% qui payent. Donc, la mission, c'est de dire, vous allez plus loin, vous réfléchissez au remplacement complet de toute la taxe d'habitation par une ressource nouvelle. Et là, il y a 2 perspectives, ou bien on crée un impôt, on recalcule un impôt purement local comme la taxe d'habitation avec une autre base qui vient remplacer, où on remet les exonérations individuelles des gens, ou bien, parce que ça peut être aussi plus rassurant pour les élus, ça deviendrait une partie d'un impôt local, d'un impôt d'État qui leur serait garanti. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci encore. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est l'audition en ce moment même de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui est entendue par la Commission de la Culture du Sénat. Je vous propose de l'écouter. Elle revient justement sur le projet de loi de finances 2018. Tous les citoyens n'ont pas aujourd'hui la même autonomie dans leurs choix culturels. Certains sont contraints par des déterminismes, par des barrières géographiques, sociales, économiques ou psychologiques. Une grande partie de nos concitoyens n'a pas accès à l'offre et aux services culturels que ce ministère soutient. C'est à eux que je souhaite m'adresser en priorité. Nous irons au-devant de ceux que ce ministère n'a pas réussi à toucher jusque-là, dans les zones rurales, périurbaines, dans les villes moyennes, en Outre-mer, dans les quartiers des politiques de la ville. Pour cela, j'ai pris un parti clair. La politique culturelle que je porte est une politique culturelle de proximité. Le budget en est la traduction directe. Les moyens sont rééquilibrés en faveur des territoires. Sur la mission culture, les crédits déconcentrés auprès des DRAC seront portés à un niveau sans précédent en 2018. Ils augmenteront de près de 43 millions par rapport à 2017 pour s'établir à 813 millions d'euros. J'ai par ailleurs demandé à mes services d'examiner les missions et les crédits aujourd'hui gérés à Paris qui devraient ou qui pourraient être déconcentrés. Pour conduire cette politique de proximité, nous nous appuierons sur nos opérateurs, bien sûr, dont le rôle national doit être pleinement mis en valeur, et nous soutiendrons les associations qui constituent un vecteur essentiel d'animation de la vie culturelle locale. Nous coopérons encore plus étroitement avec les collectivités territoriales et j'ai proposé aux associations d'élus de bâtir pour cela un nouveau cadre de contractualisation plus souple et plus solidaire. Nous avons travaillé ensemble à une déclaration
commune qui marque notre volonté de refonder le dialogue État-collectivité territoriale en partant des projets dans les territoires, au profit notamment des plus fragiles et éloignés de la culture, et en systématisant l'éducation artistique et culturelle. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. On retrouve tout de suite Oriane Mancini et toutes les équipes de Public Sénat qui vous font vivre le 100e congrès des maires de France. Bonne soirée et à demain.